Maintenant, nous allons donc commencer l'examen du point 2 à l'ordre du jour. Et je donne la parole à Madame Georgette Gagnon. Monsieur le Président, l'ambition du Conseil pour l'Afghanistan est illustrée par la résolution 27-21 de 2023. Quelle est cette ambition? C'est un pays qui est en paix avec ses voisins et avec lui-même, pleinement réintégré dans le concert des nations et qui respecte ses obligations internationales, notamment concernant les droits des femmes, les droits humains et la lutte antiterroriste. Cet objectif et la préservation de la stabilité en Afghanistan est d'autant plus important à l'aune des événements récents. Le conflit avec le Pakistan a eu un coût économique et humain lourd. Nous réitérons les graves préoccupations exprimées par le secrétaire général concernant l'escalade de la situation et l'incidence pour les populations civiles. Le secrétaire général a demandé à ce que les hostilités cessent et à ce que les deux pays s'efforcent de résoudre leurs différends grâce à la diplomatie. Nous exhortons les deux parties à se réengager en faveur d'un cessez-le-feu sans délai et à préserver la protection des civils. Je réitère également la requête que nous avons formulée afin de veiller à ce que l'assistance humanitaire puisse parvenir à l'Afghanistan sans entrave. À l'heure actuelle, il est difficile de prévoir les conséquences du conflit au Moyen-Orient. Mais le conflit a d'ores et déjà une incidence en Afghanistan. La frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan est fermée. Et par conséquent, l'Iran constituait une route commerciale alternative. Or, cet itinéraire commercial présente aujourd'hui une forte incertitude en raison du conflit en cours. Le prix des denrées de base en Afghanistan a commencé à augmenter, ce qui met à rude épreuve une économie afghane déjà fragile. L'instabilité dans la région, des deux côtés de l'Afghanistan, contribue à saper la stabilité du pays. Nous soulignons néanmoins que l'isolement de l'Afghanistan vis-à-vis du système international reste la question principale, puisque cela porte préjudice à l'autonomie économique, la coopération sécuritaire, les engagements en matière de lutte antiterroriste, les préoccupations relatives aux droits humains, la crise humanitaire. Cela nous empêche de remédier à ces problèmes. Il est essentiel de se saisir de toutes ces questions, sinon l'Afghanistan pourrait une fois encore devenir un moteur d'instabilité sur le plan à la fois régional et international, avec les migrations, le terrorisme, les trafics de stupéfiants, entre autres. Monsieur le Président, le contexte est de plus en plus complexe. À la demande du Conseil et conformément aux recommandations de l'évaluation indépendante qui date de novembre 2023, la MANUA s'est efforcée de fixer un cap politique afin de réunir des conditions propices pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Cela se fait par le biais du processus de Doha. Et dans le cadre de ce processus, il nous est possible de débattre des intérêts et des préoccupations de tous les acteurs, le peuple afghan, la communauté internationale, les autorités de facto. Cela nous permet de faire preuve de pragmatisme et de faire preuve de patience tout en respectant les principes fondamentaux de l'ONU. Ce processus nous a permis de maintenir ouverts des canaux de communication et cela nous a permis également d'ouvrir de nouveaux canaux de communication afin de donner la priorité aux droits, au bien-être et aux aspirations de la population afghane. Ce processus revient également à reconnaître que la situation en Afghanistan constitue un défi multilatéral qui exige une solution multilatérale. Il est essentiel que le Conseil et que les États membres des Nations Unies pèsent de tout leur poids pour régler le problème. Avant de vous présenter dans les grandes lignes les différents défis auxquels fait face l'Afghanistan, je souhaiterais aborder un certain nombre d'évolutions positives qui montrent l'importance de cet engagement et les opportunités qui s'offrent à nous. Parmi les missions de la MANUA doit soutenir la stabilité socio-économique de l'Afghanistan et la résilience du pays. Grâce à la coordination de l'assistance humanitaire, de l'assistance internationale de l'ONU, le peuple afghan a été à même de faire face à un certain nombre de crises, des épisodes de sécheresse, des tremblements de terre, l'insécurité alimentaire, le retour de millions de réfugiés, l'interdiction introduite par les autorités de facto et visant la culture du pavot,
ce qui était une demande de longue date de la communauté internationale, cette interdiction a également été maintenue au cours de ces 3 dernières années, ce en dépit du fait que cela constitue une perte de revenus pour les agriculteurs dans les zones rurales. Selon les derniers résultats de l'étude de l'ONUDC, les terres consacrées à la culture du pavot pour la production de l'opium en 2025 étaient de 10 200 hectares, c'est-à-dire 20% de moins qu'en 2024, et une fraction des niveaux pré-interdiction en 2022. Nous avons besoin de plus de soutien de la part de la communauté internationale afin que nous puissions maintenir les progrès qui ont été accomplis dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants. En dépit des sanctions et des recettes limitées, les autorités de facto ont entamé la construction d'un certain nombre de projets d'infrastructure qui pourraient contribuer au développement économique de l'Afghanistan si ces projets peuvent être finalisés. Par ailleurs, le pays a absorbé quelques 5,5 millions d'Afghans qui sont revenus en Afghanistan depuis les pays de la région depuis le mois de septembre 2023, avec un déclin de l'assistance humanitaire et sans que cela provoque pour autant d'immenses troubles sociaux. Ces évolutions sont positives et elles ont contribué aux efforts politiques. Le groupe de travail sur la lutte contre les stupéfiants et la promotion du secteur privé, qui s'inscrit dans le cadre du processus de Doha, ces groupes de travail donc ont accompli des résultats. Il y a eu des échanges de points de vue entre les experts, il y a eu plus de transparence et des ressources supplémentaires ont été débloquées pour aider la population afghane. Le secteur privé est également l'un des rares domaines où il y a un certain espace pour les femmes afghanes afin qu'elles puissent faire preuve d'initiative et jouir d'une certaine indépendance. Monsieur le Président, en dépit de ces évolutions, les décisions prises par les autorités de facto et l'isolement de l'Afghanistan vis-à-vis de la communauté internationale, tout cela sape les efforts pourtant déclarés par les autorités de facto en vue d'atteindre une certaine autonomie économique. Les politiques qui sont entrées en vigueur et qui visent notamment la scolarité des femmes et des filles, tout cela a épuisé le capital humain de l'Afghanistan à moyen terme et à long terme. C'est un coup terrible qui est porté non seulement aux femmes et aux filles afghanes, mais également à tous les Afghans. La situation humanitaire met à rude épreuve la résilience des communautés afghanes. Depuis 2021, les partenaires internationaux ont répondu avec générosité pour répondre aux besoins humanitaires urgents. Cette année, néanmoins, la crise humanitaire est exacerbée par la diminution considérable des financements, l'augmentation des besoins, notamment avec le retour de réfugiés, les politiques mises en œuvre par les autorités de facto qui donnent la priorité à une certaine rigidité idéologique plutôt qu'au bien-être des Afghans. Il y a également les restrictions qui sont imposées aux femmes dans le secteur humanitaire. Un exemple édifiant. Les grandes villes sont débordées. Il y a eu des années de détérioration économique et de nombreux chocs climatiques. En conséquence, de nombreuses familles peinent à survivre et cela provoque des départs et des déplacements secondaires. En 2026, les partenaires humanitaires souhaitent venir en aide à 17,5 millions d'Afghans grâce à un appel humanitaire d'un montant de 1,7 milliard de dollars des États-Unis, ce qui classe l'Afghanistan au 2e rang à l'échelle mondiale pour ce qui est du nombre de personnes à aider et 6e à l'échelle mondiale pour ce qui est des exigences de financement. À l'heure actuelle, 10% seulement de cet appel est financé. L'ONU peine à avoir accès aux femmes afghanes en raison du fait que cela fait désormais 6 mois que le personnel national femmes de l'ONU n'a pas le droit de se rendre sur son lieu de travail. L'absence de ces femmes prive l'ONU des compétences et de l'expérience de ces femmes. Cela entrave la capacité de l'ONU à apporter un soutien vital aux femmes afghanes et à la communauté afghane de façon générale. Ces restrictions constituent une violation des règles internationales concernant les privilèges et les immunités du personnel des Nations Unies. Et c'est également une violation de la charte de l'ONU. Une fois encore, nous exhortons les autorités de facto à mettre un terme à ces restrictions afin de permettre aux femmes qui travaillent pour l'ONU de se rendre au travail. Les autorités de facto continuent d'être sélectives pour ce qui est de
leur respect des obligations internationales souscrites par l'État afghan. Et il semblerait que les autorités de facto rechignent à répondre à un certain nombre de préoccupations. La situation des femmes et des filles afghanes reste inacceptable. Cela fait désormais 5 ans qu'elles sont totalement exclues de la vie publique et de la scolarité au-delà de l'âge de 11 ans. Pour ce qui est de l'éducation des filles, il est possible d'aller de l'avant et nous exhortons les autorités de facto à résoudre ce problème. Le décret qui a été promulgué, qui met un terme à la scolarisation des filles, ce décret affirme qu'il est temporaire et qu'il faut attendre que les conditions propices soient réunies. La communauté internationale est prête à aider afin de créer des conditions propices. Il est possible, en effet, d'aller de l'avant sur cette question. Cela contribuerait beaucoup à la société afghane. Les femmes, les filles en bénéficieraient aujourd'hui et à long terme. Et cela enverrait un message positif au reste du monde. De la même façon, la modification du code pénal récemment promulgué continue de priver le peuple afghan de ses droits humains et cela constitue également une violation des obligations internationales de l'Afghanistan. Et cela porte un coup dur à l'espoir de la population afghane. Il est essentiel que les hommes et les femmes soient traités sur un pied d'égalité. Il faut tenir compte de la diversité de l'Afghanistan. Ce décret est discriminatoire à l'encontre des femmes et des minorités religieuses. Les libellés du décret sont assez vagues, ce qui signifie que ce décret pourrait être utilisé de façon abusive. Le décret, tout comme l'interdiction de la scolarisation des filles, est un message très préoccupant qui montre que les autorités en Afghanistan n'ont cure des préoccupations de la communauté internationale et de la population afghane. Les autorités de facto ont encore beaucoup à faire pour convaincre le reste du monde qu'ils souhaitent véritablement honorer leurs engagements en matière de lutte antiterrorisme. Les autorités de facto, dans l'ensemble, ont été efficaces pour lutter contre Daesh au Khorasan. Néanmoins, les voisins de l'Afghanistan continuent d'exprimer leurs préoccupations concernant l'extrémisme depuis l'Afghanistan, et notamment les groupes qui sont affiliés aux autorités de facto, comme indiqué dans le rapport de l'équipe de surveillance des sanctions. Il y a notamment la question en suspens entre l'Afghanistan et le Pakistan concernant le groupe TTP. Et cela a donné lieu à un conflit ouvert à la frontière entre les deux pays, avec notamment des frappes aériennes qui ont visé des villes afghanes. De façon plus générale, la menace terroriste potentielle en provenance de l'Afghanistan reste une question significative et toute la communauté internationale en est préoccupée. Monsieur le Président, nous remercions les membres du Conseil pour le soutien apporté à la MANUA. Ce qui est encore plus nécessaire, c'est de continuer au niveau du Conseil à accorder toute votre attention à cette question. Il faut que le Conseil s'implique pleinement sur l'Afghanistan. Les Nations Unies fédèrent le processus de Doha, mais ce sont les États membres qui peuvent au mieux fournir les incitations pour la réintégration du pays. Et ce sont les autorités de facto qui doivent redoubler d'efforts et qu'ils doivent montrer qu'elles sont prêtes à mettre un terme à la situation actuelle. Nous espérons que le mandat sera renouvelé la semaine prochaine. Aujourd'hui, il y a une recrudescence de l'instabilité dans la région dans son ensemble. Il est essentiel que nous puissions compter sur votre soutien pour maintenir cet engagement qui doit reposer sur les principes et le pragmatisme. Car l'Afghanistan joue un rôle clé dans la stabilité régionale et mondiale. La MANUA et toutes les agences, fonds et programmes de l'ONU sont déterminés à promouvoir leur objectif partagé qui a été présenté au début de cette séance d'information, c'est-à-dire un Afghanistan, un pays en paix avec lui-même et avec ses voisins, réintégré dans le système international, et un pays qui s'acquitte de ses obligations internationales, et ce pour le bien de la population afghane. Je vous remercie. Je remercie Madame gagnante de son intervention, et je vais maintenant